Bonjour à tous les amis, juste 10 secondes avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que mon livre est dispo dans toutes les librairies de France ou sur Amazon. 255 pages où je vous plonge dans tous mes souvenirs de cinéma, dans mon petit vidéoclub perso. On en est hyper fiers et pour le commander, le lien est dans la description. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. Le 1er avril 2005, aux États-Unis, va sortir l'un des films les plus attendus de son année, qui sera un véritable raz-de-marée au box-office et l'un des plus gros succès critiques récents. Sin City, adaptation du comics du même nom qui a été pensé par Frank Miller et qui est ici en co-réalisation avec Robert Rodriguez pour le film, c'est un exercice de style qui est quand même assez époustouflant. Clairement un choc visuel, faut le dire, avec un casting 5 étoiles et un choc visuel qui réussit l'exploit de ne pas être hyper vain et hyper gratuit, mais d'être tout entier au service de son récit et de la construction de son univers en fait. Sin City, il a des défauts, certes, il pousse les curseurs si loin qu'il peut parfois épuiser, un épuisement lié au style visuel qui est ultra original certes, mais qui sollicite réellement les sens du spectateur, parfois jusqu'à l'excès. Chaque plan est tellement stylisé que parfois ça peut quand même être assez tape à l'œil, voire même assez épuisant, franchement je trouve. Et oui, son scénario aurait peut-être mérité plus de subtilité, oui, il aurait sans doute gagné à être un peu plus simple aussi parfois, mais sa générosité, son univers qui est ultra atypique, son respect total du média comics aussi, c'est quand même tout ça, ça le place un petit peu à part quand même dans les productions hollywoodiennes récentes. Et bien qu'on pourrait penser que Sin City c'est un film complètement unique et qu'il n'y a aucun autre film qui lui ressemble. Et pourtant les amis, j'ai dans ma besace une sacrée surprise. Une surprise bien de chez nous, le Sin City français. En 1999, Christian Volkmann réalise le court-métrage d'animation Maz, un film qui va être lauréat de plus d'une trentaine de prix à travers le monde, qui lui permet de se faire un nom dans le monde de l'animation française et même internationale. Mais il a déjà un autre projet en tête, Renaissance, un film qui aurait un style graphique extrêmement marqué, qui va mêler images de synthèse, motion capture, imagerie 3D et graphisme épuré en noir et blanc, donc pour un rendu, vous le voyez bien aux premières images, qui est quand même, ultra stylisé, et avec des sacrés partis pris, par exemple, aucune nuance de gris, ou presque, du noir, du blanc, point. Ce film nous plonge dans le Paris dystopique de 2054, et on est vraiment en plein film noir. Et alors si l'idée est ultra alléchante, petit problème, ça coûte cher, ça coûte hyper cher. Jusqu'en 2003, le cinéaste va tâcher de monter les fonds suffisants, c'est-à-dire près de 20 millions d'euros, c'est quand même un budget assez colossal. Mais il va y parvenir, et c'est parti, le récit de science-fiction Renaissance peut exister, et ça va être un triomphe, mais ouais. Juste un triomphe critique en fait. Il va être Grand Prix au Festival d'Annecy, il va être présélectionné par la France pour les Oscars 2007, et malheureusement, le film va pourtant se planter largement au box-office, faisant de lui l'une de ces petites merveilles un peu trop oubliées par l'histoire, mais qui aurait dû devenir, à mon sens, un classique. Et c'est bien pour ça que je suis là, pour réhabiliter ce film, et les amis, préparez-vous pour une belle petite claque, je vais vous parler de Renaissance. Bon alors avant toute chose, vous le savez, quand je fais une vidéo sur un film spécifique comme ça, je vais faire attention de ne pas spoiler, je vais faire attention aux images que je vous montre, et je vais être assez volontairement flou sur le synopsis, pour que vous puissiez continuer la vidéo sans vous gâcher le film. On est donc dans une plongée 30 ans dans le futur, avec un Paris futuriste et ultra restrictif, où le gouvernement contrôle, surveille et filme chaque fait et geste de ses citoyens. C'est fou imaginez un peu, incroyable. Incroyable. Et dans ce monde-là, on a une scientifique qui travaille pour la toute-puissante société Avalon, et c'est une scientifique assez reconnue, et qui attire bien des convoitises, jusqu'au jour où elle est kidnappée. Un policier pourru est donc chargé de la retrouver, et se retrouve pris au piège dans une enquête labyrinthique sur les traces de la jeune femme, entre machination, conflit d'intérêts, complot politique, et grosse scène d'action, le tout dans un environnement nocturne et crépusculaire qui rappelle
évidemment Sin City, et qui est l'énorme point fort du film. Sans aucun suspense, clairement, le Paris futuriste est un régal, et c'est un vrai travail d'orfèvre. La ville, c'est un véritable personnage à part entière, sur lequel repose pas toute l'ambiance et même tout le discours du film, mais exactement comme SimCity pouvait le faire, hein. SimCity personnifiait sa ville en permanence. Ici, c'est pareil. Dans Sin City, comme ici, la ville influe directement sur les personnages. Et ici, la vision futuriste d'un Paris qui nous rappellerait presque le Los Angeles de Blade Runner dans son architecture, où va se mêler science-fiction, film d'anticipation, et vraiment architecture très film noir, et ben c'est un décor qui est complètement génial, un décor qui fourmille de détails, un décor qui est basé sur un Paris à la fois reconnaissable et tellement différent du Paris qu'on connaît aujourd'hui, un Paris qui bénéficie d'une direction artistique à tomber, et je veux dire voilà, les fans de Frank Miller, je pense que le lien avec Sin City, en quelques images, vous l'avez compris, hein. Et Renaissance, c'est lui aussi, évidemment, un choc visuel, un pur exercice de style où on devine que chaque plan est le fruit d'une réflexion artistique intense. Et cette virtuosité visuelle, elle se met au service d'un récit, comme je l'ai dit, assez rempli d'action. Un récit qui, certes, reprend quand même plusieurs poncifs de la science-fiction, mais cela c'est vraiment se les approprier pour un résultat qui est quand même assez impressionnant, je trouve. Parce que Renaissance va enchaîner les scènes ultra spectaculaires, et les deux scénaristes à l'origine du projet n'y sont pas étrangers, puisqu'on parle de Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, que vous connaissez sans doute, puisque c'est eux qui sont derrière la réalisation du triomphal Comte de Monte Cristo, qui est sorti en 2024 avec Pierre Ninet. Donc en termes de gestion d'action et de gros budget et de mise en place d'un univers ultra spectaculaire, bah ils s'y connaissent. Et l'univers cyberpunk qu'ils vont créer ici se mêle multinationales, politique pourrie, expérimentation génétique et science qui tournent à la folie et qui poussent les hommes à se prendre pour Dieu. Bon, vous allez me dire, sur le papier, y a rien de nouveau. Mais on va vite comprendre que l'ambition du film, c'est pas d'apporter une réponse philosophique aux questions qu'il pose, hein. C'est clairement pas ça l'idée. Ce serait comme demander à Sin City d'avoir un grand discours moral et philosophique sur l'humanité, quoi. On n'est pas là pour ça. L'ambition de Renaissance, c'est du grand spectacle, un grand spectacle visuellement unique, un grand divertissement aux punchlines frappantes, aux courses-poursuites nombreuses, aux fusillades en ralenti qui rappelleront aussi évidemment Matrix. Et alors oui, il y a des influences, mais avec ce regard très visuel et complètement unique posé sur cette histoire, ces influences, on les accepte assez facilement. Et alors, si le mélange des techniques, c'est évidemment ce qui va frapper instantanément, il y a aussi ce refus absolu du gris. Je trouve que c'est un procédé assez malin pour jouer avec l'imagerie très contrastée et manichéenne du polar et du film noir. Ici, on l'assume et on l'embrasse complètement, et ça se ressent, et ça fait c'est presque un parti pris total visuel. Mais parmi toute cette virtuosité qui est, bon, certes, principalement technique, le film fait un autre parti pris qui est très malin, je trouve, et qui est même exactement ce qu'il fallait faire. Il repose sur une histoire très simple, qui est à milieu de l'aspect volontairement fouillis et volontairement ultra travaillé de son imagerie visuelle. Et ça, c'était très important, je trouve, d'avoir une intrigue qui, justement, réduit au maximum les sous-intrigues, et c'est important d'avoir une histoire qui est simple, en fait, qui est brute, qui est directe, qui parvient à créer un univers labyrinthique, mais vraiment un vrai dédale, tout en restant au maximum clair et immédiat, vraiment ultra lisible. On va d'un point A à un point B dans Renaissance, on va pas passer par 25 000 chemins détournés, et tant mieux. Clairement, Renaissance s'en sort mieux que Sin City sur ce point, parce qu'il a, je trouve, beaucoup moins d'artifices narratifs un peu superficiels que Sin City, tout en se permettant d'être aussi riche et aussi détaillé visuellement. Alors ça, c'est un gros parti pris que je trouve malin, et qui malheureusement, je pense, n'a pas forcément joué en la faveur de la réception critique du film. Le public étant parfois assez prompt à ne pas du tout faire la distinction entre une histoire simple, ce qui est une qualité souvent, et une histoire simpliste. C'est à cause de ça qu'on entend parfois
Voilà, par exemple, Mad Max Fury Road, c'est une course-poursuite et c'est tout, ça raconte rien. Et c'est ce qui permet de valoriser ce genre d'avis un peu éclaté. Je n'aime pas la saga Mad Max. J'aime pas les 2 premiers films. J'aime Au-delà de Thunderdome. Pourquoi? Parce que c'est le seul qui a un scénario. Et bref, voilà, ça c'était une petite aparté pour dire que Renaissance n'invente pas la poudre narrativement, clairement. Oui, il repose sur des archétypes clairement identifiés, mais son scénario attache limite plus d'importance à la construction de son univers qu'aux péripéties dans l'intrigue. Et c'est un choix qui rend finalement le film bien plus digeste à mon sens. Clairement, je vous en parle sans aucun spoiler, mais le film va vous surprendre, il se suit avec un certain plaisir, il déploie une véritable atmosphère de polar / science-fiction, et c'est cette ambiance, ce monde-là, qui lui amène cette singularité. En fait, sa singularité vient vraiment de son univers. On peut convoquer des archétypes, on peut convoquer des clichés, l'essentiel c'est d'en avoir conscience, de les digérer et de savoir quoi en faire. C'est exactement le cas de Renaissance. Ça me va parfaitement, c'est même, je trouve, signe d'une petite modestie, et ça permet d'éviter un aspect un peu boursouflé qui, parfois à mon sens, plombait quelques sketchs de Sin City. Cold shower. It helps. No, Nancy. Renaissance, c'est un pur divertissement de science-fiction. Et voilà, comme je l'ai dit, mélange hyper étonnant entre Metropolis, Blade Runner et voilà le Sin City de Frank Miller et Robert Rodriguez. Mais alors les amis, sur le papier, là, vu comme je vous en ai parlé, et surtout vu le budget du film aussi, vous pouvez vous dire, attends, ce film s'il est si génial, frérot, pourquoi personne n'en parle? Et c'est quand même une bonne question, parce que le film a quand même fait un four, mais total, au box-office. Il a ramené à peine 2 millions de dollars. Il a coûté 20 millions, je vous rappelle. Et c'est étonnant, parce qu'il a quand même eu une campagne internationale, les gars. Je veux dire, il y a une version anglaise qui est sortie dans le monde entier, distribuée par Miramax, avec les voix de Ian Holm, de Daniel Craig, de Jonathan Pryce. Enfin, je trouve que c'est quand même un casting vocal assez fou, et ça n'a pas marché. Ça n'a même pas été suffisant pour atteindre ne serait-ce qu'un 10e du budget de production de Renaissance. Et du coup, j'avais un peu envie de prendre la responsabilité de vous présenter ce film-là, d'essayer de vous pousser par quelques images, par une vidéo, comme ça, à vous y intéresser, parce que c'est un film qui mérite largement d'être découvert par le plus grand nombre. C'est un film français qui est complètement hors du commun, et hors du commun de par son ambition et de par son rendu tout court, donc un film qui aurait pu et dû devenir culte, et que l'histoire a transformé en finalement juste l'une des nombreuses pépites cachées et oubliées à découvrir, ce genre de pépites qui font tout le sel et la variété du cinéma.